et voilà, va vous indiquer, à vous tous qui nous écoutez, le lieu de provenance de nos deux intervenants. À vous la parole. Merci beaucoup, Jean-Pierre Thibault, pour votre introduction. Et merci aussi au programme Interreg Horizon Climatique de nous avoir invités tous les deux à intervenir dans cette série de webinaires. Alors, nous allons faire une intervention à deux voix. Mon collègue Hervé Richard, que vous apercevez sur la gauche de l'écran, et moi, Michel Magny, sur la droite. On est tous les deux directeurs de recherche CNRS émérite au laboratoire Chrono-Environnement à l'Université Marie-Louis Pasteur en Franche-Comté. La conférence que l'on vous propose aujourd'hui est de regarder la question du changement climatique sous l'angle des paysages régionaux. Et le cas d'étude que l'on vous propose pour faire cela, c'est les montagnes du Jura, hein. C'est ce que vous voyez donc comme première diapositive présentée à l'écran. Et dans un premier temps, ce que l'on va présenter, c'est une remise en perspective du Auch réchauffement nochmal climatique dans une histoire den plus longue de Klimawandel l'histoire perspektivisch de l'évolution darstellen du und climat, weiter en zurückgehen remontant in plusieurs in die centaines de Zeit, milliers d'années en arrière pour mieux comprendre damit quels wir sont les besser mécanismes verstehen, welches die naturels qui natürlichen habituellement Mechanismen expliquent les oscillations du climat à l'échelle des temps géologiques. Et puis, on verra dans un deuxième temps comment l'impact anthropique sur le climat transforme le climat, mais on le verra à l'échelle régionale en regardant toute une série de courbes, hein, aussi bien de température ou de pluviosité, voir comment le réchauffement climatique à l'œuvre à l'échelle de la planète est sensible à l'échelle de notre région des montagnes du Jura. Et puis, dans une troisième partie, nous verrons comment ce changement climatique impacte les écosystèmes et donc les activités humaines aussi caractéristiques de ces montagnes du Jura. Donc, première diapositive. Avant d'aller plus loin et de plonger dans le passé, ce qu'il faut bien redéfinir, hein, c'est la distinction entre météorologie et climat. Quand on parle de météo, c'est la question que l'on se pose le matin en se levant, en se demandant quel temps il va faire pendant la journée, savoir s'il va faire beau, savoir s'il va pleuvoir. Le temps peut varier entre la matinée, le soir, l'après-midi. Donc ça, c'est cette variabilité d'heure en heure, de jour en jour, du temps qu'il fait, c'est la météorologie. Par contre, quand on parle du climat, on va parler de la moyenne des indicateurs météo, c'est-à-dire principalement température et précipitation, à l'échelle de 30 années, hein. C'est-à-dire que pour définir le climat d'une région donnée, il faut avoir des données relevées sur 30 années que l'on va moyenner pour définir ce climat. Et aujourd'hui, la période de référence pour définir la définition de nos climats régionaux, c'est la période 1990-2020. Et à la fin des années 2020, quand on passera aux années 2030, à ce moment-là, la période de référence pour définir le climat sera la période 2000-2030. Voilà. La première diapositive, donc, comme je vous le disais, première partie de notre conférence, elle nous emmène assez loin dans le passé avec ces données qui ont été collectées à partir de carottages effectués dans la calotte antarctique. Et vous voyez une échelle chronologique qui est indiquée en bas de la figure à l'horizontale. Complètement à gauche, ici, on a 800 000 ans en arrière. Et puis, à mesure que l'on va vers la droite, on va vers la période actuelle. Ces données ont été collectées par un travail international, hein, plusieurs équipes, dont des équipes françaises, des équipes américaines, russes, etc. Et la première courbe qui va nous intéresser dans cette figure, c'est la courbe du milieu qui nous montre les variations
du climat, hein, tout au long de ces 800 000 dernières années. Alors, quand on va vers le haut, on va vers des périodes qui sont plus chaudes, plus tempérées, et au contraire, quand on se va vers le bas, on est dans des périodes clairement plus froides qui vont permettre le développement de davantage de glace à la surface de la planète. On va donc appeler ces périodes-là périodes glaciaires. Et au contraire, donc les phases intermédiaires, plus chaudes, on va les appeler périodes interglaciaires. Alors, les deux dernières phases glaciaires, les deux dernières périodes glaciaires ont été appelées par les géologues le Würm, c'est ce que je montre actuellement à l'écran, et l'avant-dernière phase glaciaire a été dénommée le Risse. La phase interglaciaire, l'avant-dernière, s'appelle l'éémien. On en reparlera dans les diapositives suivantes. Et puis aujourd'hui, on est dans une phase interglaciaire qui s'appelle l'Holocène, hein. Vous avez le nom qui est indiqué ici. Elle a commencé il y a 11 700 années. Alors, une première indication que vous voyez ici vous montre l'amplitude des variations climatiques, hein, qui se sont succédées à l'échelle de la planète depuis 800 000 ans. Vous voyez que à l'échelle de la température moyenne globale, hein, c'est-à-dire sur la planète, on a une différence de 4 degrés entre les phases interglaciaires plus chaudes et les phases glaciaires plus froides. Donc c'est relativement peu, hein. Comment on explique ces alternances entre phase glaciaire et phase interglaciaire? Eh bien, tout simplement par ce que l'on appelle le forçage orbital. C'est le Serbe Milutin Milankovic, au début des années 40, qui a le premier à proposer cette théorie du forçage orbital des oscillations du climat à l'échelle de la planète. En fait, la planète Terre n'est pas toute seule à tourner autour du Soleil. Elle est accompagnée par d'autres planètes et à certains moments, dans certaines configurations, la planète Terre subit l'attraction, bien sûr, du Soleil, mais aussi de ces autres planètes, en particulier de planètes plus grosses, comme Saturne ou Jupiter, par exemple, qui vont à ce moment-là déformer un peu, entraîner une déformation de l'orbite de la Terre autour du Soleil. C'est-à-dire que au lieu d'être relativement circulaire, cette orbite de la Terre autour du Soleil va avoir tendance à prendre une forme plus ovoïde. Et à ce moment-là, la planète Terre va s'éloigner un peu du Soleil et donc recevoir moins d'insolation directe du Soleil. Et au contraire, quand l'orbite est plus circulaire, le climat a tendance à se réchauffer. Donc, c'est ce qui explique, hein, ce forçage orbital qui explique qu'on va passer de phase interglaciaire à des phases glaciaires. Et tout cela, vous voyez, hein, c'est déterminé par la ronde des planètes autour du Soleil. Et donc, l'analyse statistique et les restes géologiques montrent que depuis à peu près 1 million d'années, on a une phase glaciaire tous les 100 000 ans, suivie par une phase interglaciaire qui dure de l'ordre de 10 à 20 000 ans. Alors, ce qu'il y a aussi de particulièrement intéressant à regarder sur cette diapositive, c'est comment cette succession de phases glaciaires et interglaciaires apparaît reliée en association aux variations de la teneur de l'atmosphère en gaz à effet de serre. Alors ici en bleu, en haut de la figure, vous avez les variations de la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique et en bas, en rouge, en méthane. Alors, comment on est arrivé à reconstruire cette composition ancienne de l'atmosphère et ses variations? Tout simplement à partir des bulles d'air qui se sont trouvées emprisonnées à mesure que la neige s'accumulait sur la calotte antarctique, hein, depuis plus d'1 million d'années. Donc, les flocons de neige, avant de se transformer en glace, se tassent. En se tassant, ils emprisonnent des éléments de l'atmosphère dans lesquels ils se sont déposés. Et c'est de cette manière que, en étudiant
la composition des bulles d'air emprisonnées dans les glaces de l'Antarctique, on a été capable de retracer ces variations de la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre. On voyait tout de suite que les phases relativement chaudes, hein, interglaciaires, comme ici, coïncident avec des phases pendant lesquelles la teneur de l'atmosphère est plus élevée en gaz à effet de serre, par exemple ici le gaz carbonique et ici le méthane. À l'inverse, pendant les phases glaciaires, comme ici, ou pendant le Rhys ou le Würm, vous voyez que on a un minimum de la teneur de l'atmosphère en méthane, comme ici, et puis en gaz carbonique. Alors, dernier élément à observer sur cette image, vous voyez que depuis 2 siècles environ, on voit que la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique et en méthane augmente brusquement, hein. En 2022, la teneur de l'atmosphère était dépassait l'indicateur 420, alors que vous le voyez pendant les interglaciaires précédents, on n'était jamais au-dessus de 300, on est aux alentours de 280. Et les choses sont encore plus nettes hein, pour le méthane, puisque vous le voyez, depuis la valeur moyenne de l'Holocène, au cours des 2 derniers siècles, on est passé d'une valeur de l'ordre de 700 à une valeur qui dépasse aujourd'hui 1900. Donc, on est entré dans quelque chose de complètement nouveau. C'est ce que veut montrer aussi le blanc que vous avez ici. Si on regarde dans les 800 000 dernières années, on n'a jamais atteint des valeurs, des teneurs de l'atmosphère en gaz à effet de serre aussi élevées. Et cette augmentation brutale des gaz à effet de serre est directement liée aux activités humaines et au changement, des modes de production à partir de la naissance de la révolution industrielle qui, repose principalement sur le recours à des énergies fossiles, hein, donc le pétrole, le charbon, le gaz naturel, qui vont être à l'origine de ces transformations de la composition de l'atmosphère. Alors, on va se propulser maintenant en regardant un paysage, des paysages du Jura, il y a à peu près 24 000 ans, c'est-à-dire au moment du dernier maximum glaciaire. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette cartographie, vous avez ici la montagne du Jura qui apparaît recouverte complètement par une calotte glaciaire hein, à l'époque. Donc on est en pleine, encore une fois, on est en pleine phase glaciaire. Et vous voyez que de cette calotte jurassienne, des langues s'écoulent dans les zones de plus basse altitude et avec des langues de glace qui vont par exemple obturer certaines vallées et provoquer la formation de grands lacs hein, en amont de ces langues glaciaires. Vous voyez que ce que l'on appelle le plateau suisse ici entre Jura et Alpes est complètement lui aussi recouvert par des glaces. Vous avez ici le lac Léman hein, qui est silhouetté avec la ville de Lausanne et celle de Genève, la ville de Neuchâtel au bord du lac du même nom ici. Donc toute cette région-là du plateau suisse est recouverte par des glaces qui s'écoulent des Alpes. Pour rejoindre une zone libre de glace, à ce moment-là, il y a 24 000 ans, il faut aller jusqu'en Italie du Nord, dans la plaine du Pô, hein. Donc, vous voyez comment, avec seulement 4 degrés de température de différence, on peut donc, là on est vers le froid, 4 degrés en moins, on est dans des changements de paysage très conséquents. Alors, en introduction, on vous a dit que ce qu'on essayait de faire aussi, c'était de relier ces différentes phases climatiques à des paysages, le mot a été utilisé, mais à des environnements particuliers, parce que évidemment, ces changements de température et de précipitation vont directement influencer le couvert forestier des régions dans lesquelles ce changement climatique va être impactant. On utilise toujours, pour donner un exemple, une tourbière qui s'appelle la tourbière de la Grande Pile, qui est située vers la ville de Lure, exactement dans le village de Saint-Germain. On est dans la retombée sud des Vosges.
Cette tourbière est incluse d'ailleurs dans le parc naturel des Vosges. Et donc, dans les années 1900, au milieu des années 70, un géologue belge, en fait, recherchait un endroit où il y avait un remplissage suffisant pour pouvoir enregistrer les changements climatiques et donc les changements environnementaux depuis le plus longtemps possible. Et donc, pour ça, il s'est mis entre deux systèmes morainiques, on vous en a parlé tout à l'heure, le système morainique donc de la glaciation du Rhys, qui est allé un petit peu plus loin. Et pour ceux qui ont la carte en tête, elle est allée aux villes de Lure, Luxeuil, etc. Et puis la glaciation du Wurm, qui était tout aussi froide, mais un petit peu plus sèche, c'est-à-dire qui générait un petit peu moins de glace, qui était un petit peu en arrière. Et donc, il s'est mis entre les deux, il a cherché entre les deux, et il a trouvé cette tourbière. Alors, ils ont fait un forage de 19 mètres de profondeur. Alors, tout de suite, c'est évidemment pas 19 mètres de tourbe, hein. Il y a 3 à 5 mètres de tourbe, mais le reste, ce sont des sédiments lacustres, palustres, qui signifie qu'il y avait un ancien lac à l'endroit de cette tourbière actuelle. Et donc, ce géologue a confié à une de ses doctorantes, qui s'appelait Geneviève Voilard, donc, d'extraire les grains de pollen qui étaient contenus dans ces sédiments. Et à partir de l'image pollinique qu'elle a obtenue, on arrive à reconstituer l'image de la végétation depuis environ 130 000 ans. Alors, vous avez cette figure centrale, donc, où on voit un petit peu un zoom de la figure que vous a montré Michel tout à l'heure. Quand on est dans les rouges, c'est qu'on est plutôt dans les périodes tempérées. Et puis quand on est dans les couleurs bleues, on est plutôt dans les périodes donc froides, hein. Et donc à partir de là, en comptant les pollens, elle a dessiné ce diagramme très simple, donc où on voit en vert foncé ce qu'elle a appelé la chênaies mixte, c'est-à-dire les forêts dominées par le chêne, mais dans lequel il y a les accompagnateurs du chêne comme l'orme, le tilleul, le frêne, l'érable, etc. Et puis quand on est plutôt dans les jaunes, on est au contraire dans un environnement totalement herbacé, c'est-à-dire il n'y a presque pas d'arbres. On est dans ce qu'on appelle des steppes froides. Il faut imaginer des immenses zones, donc un petit peu comme on voit dans l'est de l'Europe, donc couvertes par des steppes où il y a très très peu d'arbres, uniquement des arbustes. Et donc à partir de là, on peut suivre la végétation, on peut suivre l'environnement. Donc de cette période, en bas, on est, je vous ai dit, il y a environ 130 000 ans. On est plutôt dans le jaune, c'est-à-dire on est plutôt dans une période glaciaire. C'est la fin de la glaciation du Rhys, l'avant-dernière glaciation. Et puis le climat va se réchauffer, ça va permettre à la chaînaie de s'installer. Puis ensuite, le climat va un peu se dégrader. Puis ces chaînaies vont être envahies par des arbres qui préfèrent plus de froid, plus d'humidité, comme le sapin, par exemple. Ensuite, il y a une longue période où il y a des alternances de coups de froid avec des réchauffements. Puis ensuite, on va rentrer dans la grande dernière période glaciaire, qui est la période du Würm, donc, qui est dominée par ces espaces herbacés. Et enfin, tout au-dessus, on va à partir de 20-25 000 ans, le climat va lentement se réchauffer. Il va arriver à un maximum, c'est-à-dire la chaîne MX va être à son maximum. Pour vous donner une idée, on est à peu près il y a 7 ou 8 000 ans. Pour vous donner une idée, ben, sur les Vosges, sur le Jura, mais sur les Alpes, etc., il n'y avait pas d'arbres emblématiques d'aujourd'hui, comme les sapins, les épicéas, les hêtres étaient absolument absents de cet environnement. On était dans un environnement dominé par les chênes, en fait. Puis à partir de là, le climat commence à se dégrader. On va voir arriver d'abord le sapin et le hêtre, et puis un petit peu plus tard l'épicéa. Le tout dernier qui arrive dans nos flores naturellement, c'est le charme, Carpinus, la charmille, comme on dit dans certains coins de France. Et donc, et puis ensuite, presque tous les arbres qu'on va voir dans notre environnement sont des arbres qui ont été apportés beaucoup par les Romains, le noyer, le châtaignier, le platane, etc. C'est des arbres apportés par les Romains. Le tout dernier qui arrive dans nos flores, c'est le robinier, qu'on appelle l'acacia aussi, qui a été, dont les premiers plants ont été apportés en France au début du XVIIe siècle par le jardinier du roi Henri IV qui s'appelait Jean Robin. Et donc, à partir de cette analyse de pollen, on arrive à suivre l'évolution de l'environnement.
Et puis dernièrement, on a refait une carotte dans cette un carottage dans cette tourbière. Vous en avez une photo ici. Donc là, on est entre 11 et 12 mètres, c'est-à-dire on est il y a environ 80 000 ans. Alors depuis ces analyses, il y en a d'autres qui ont été faites dans d'autres endroits, par exemple en forêt noire, mais aussi dans le Massif central, qui ont retrouvé ce que Geneviève Poillard avait trouvé donc en 1976. Alors, cette image nous montre l'évolution des températures à l'échelle globale, hein, c'est-à-dire pour l'ensemble de la planète, pour tout l'Holocène, c'est-à-dire depuis 11 700 années. Donc encore une fois, vous avez les repères chronologiques ici en bas, en partant ici de 9700 avant Jésus-Christ, ici le changement d'air et ici la période actuelle. Et vous le voyez, euh, la première partie de l'Holocène, ce que Hervé vous a montré en regardant l'histoire de la végétation, on a une augmentation, un très net du réchauffement une augmentation très nette des températures, un réchauffement du climat qui correspond à des conditions orbitales qui sont cette fois favorables au développement de l'insolation que reçoit la Terre de la part du Soleil. Ce maximum thermique hein, de l'Holocène, qui dessine une sorte de plateau jusqu'il y a à peu près 7000 ans, et qui correspond à ce que Hervé vous a montré avec le maximum du chêne qui se développait dans la région du sud des Vosges. Et puis, depuis 7000 ans, vous le voyez, les conditions orbitales de la Terre changent, déterminent une baisse de l'insolation que va recevoir, une baisse progressive de l'insolation que reçoit la Terre. Et vous voyez, les températures commencent à diminuer, à baisser progressivement, encore une fois. Et théoriquement, si l'homme n'était pas intervenu, eh bien, on aurait dû entrer se diriger vers une nouvelle phase glaciaire d'ici à peu près 80 000 ans. Mais vous le voyez ici, encore une fois, depuis à peu près 2 siècles, on observe cette brusque remontée des températures qui est provoquée par l'impact de l'homme sur les mécanismes climatiques de la planète Terre. Et vous voyez que aujourd'hui, on est déjà revenu hein, vers les niveaux de température qui prévalaient au moment de l'optimum climatique Holocène. Et donc, vous voyez bien comment ce brusque réchauffement des températures ici est une anomalie complète par rapport à une évolution normale qui aurait dû nous conduire, hein, du fait du facteur orbital, vers une nouvelle phase glaciaire d'ici 80 000 ans. Alors, cette diapositive nous renvoie aux préconisations du GIEC, hein, le groupe intergouvernemental pour l'étude des changements climatiques. Elle nous montre tout d'abord l'évolution de la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique depuis le milieu du XVIIIe siècle, hein, depuis 1750, jusqu'à nos jours, ici. Et donc, vous le voyez, en fait, jusque dans les années 1950, la progression, l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère était relativement modérée. Et puis, depuis 1950, au contraire, on observe une très nette accélération de ces émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère et donc un impact de plus en plus fort de l'homme sur le climat, à tel point d'ailleurs qu'on a appelé cette période la grande accélération, hein, le nom que lui ont donné les géologues spécialistes de l'Anthropocène. Et les spécialistes du GIEC, hein, les experts du GIEC, nous disent que si on veut limiter le réchauffement du climat de la planète à 1,5 degré à l'échelle globale, eh bien, d'ici 2050, il faudrait atteindre ce que l'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire revenir à des émissions de gaz carbonique très faibles, en l'occurrence, ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que le système Terre peut absorber lui-même naturellement. Et donc les experts du GIEC nous disent qu'il y a deux pédales sur lesquelles nous devons appuyer pour arriver
à ces résultats. Tout d'abord, l'atténuation, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut limiter nos émissions, hein, donc revoir nos modes de production industrielle en particulier, mais agricole aussi. Et puis, une autre pédale qui s'appelle l'adaptation, hein. C'est-à-dire que le réchauffement du climat en cours produit déjà une certaine accélération, une augmentation des risques de toutes sortes, hein. Pensez par exemple aux canicules, pensez aussi à l'inverse aux inondations qui deviennent de plus en plus fortes. Donc, il faut absolument s'adapter à ces risques augmentés par le réchauffement du climat. Mais vous comprenez bien aussi que l'adaptation seule ne suffit pas si elle n'est pas couplée avec l'atténuation, sinon on ne ferait que courir derrière des risques dont l'amplitude deviendrait de plus en plus grande. Et un élément rassurant quand même par le groupe des experts du GIEC, c'est que non seulement ils alertent sur les risques, les dangers d'un réchauffement climatique qui ne serait pas contrôlé, mais ils nous disent aussi qu'il y a des voies à suivre pour arriver à limiter ce changement climatique. Et l'évaluation du coût de cette politique de limitation du réchauffement climatique est de l'ordre de 2% par rapport à l'ensemble du PIB mondial. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est tout à fait à notre portée quand on se situe à l'échelle de la planète. Alors, en introduction aussi, Michel vous a dit que dans un premier temps, on regardait donc comment le climat variait depuis des périodes anciennes, et puis là, on va rentrer dans ce qui est notre deuxième partie, qui est en fait comment localement on voit le changement climatique, c'est-à-dire en particulier avec les températures et les précipitations. D'abord, une première courbe, donc vous pouvez aller sur le site de l'Université du Maine, donc aux États-Unis. Mais un conseil, dépêchez-vous, parce qu'évidemment, il y a le terme climat que certains politiques n'aiment pas de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, pour l'instant, il est toujours accessible, hein. Donc, cette courbe, je l'ai téléchargée donc, lundi. Et on voit donc que ce site donc, va regrouper toutes les données de température sur l'ensemble de la planète et nous donner des variations de température sur une année complète, janvier, février, mars, etc. Toutes les petites courbes grises que vous avez là correspondent à des années depuis 1940. Et puis les pointillés correspondent à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire des périodes de 30 ans ou qui sont climatiquement révélatrices. Par exemple, le pointillé du bas correspond à la période 79-2000, celui du milieu de 80 à 2010 et celui du haut, donc 91-2020. Rien qu'en regardant ces pointillés, on voit bien que depuis quelques décennies, le climat est en train d'augmenter. Et puis, vous avez en jaune, orange, donc l'année 2024, qui a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Et puis en rouge, donc l'année 2025 qui est en cours et où on voit que effectivement le mois de janvier, par exemple, a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Et on voit aussi que ce qui concerne l'Europe, les mois de mars et avril sont des mois très très chauds. Et toujours dans cette vision on va essayer de se focaliser sur des régions. Alors ça, évidemment, on a pris ça sur le site de Météo France, mais vous pouvez prendre ça sur d'autres sites d'autres pays, hein. Les sites météo sont généralement très très bien faits. Vous tapez le nom d'une commune et vous avez les données météo. Alors plus ou moins avec une profondeur historique plus ou moins importante en fonction de la durée de la mesure. Ici, à Besançon, on a de la chance, hein. Notre station de météo, elle fonctionne parfaitement depuis 1885 et donc on a des données complètes depuis 1885. La courbe du bas, c'est la courbe des températures, donc où on voit des variations entre des années qu'on va dire chaudes et des années un petit peu moins chaudes, etc. Donc tout ça, c'est parfaitement normal, hein. C'est la variation interannuelle des températures. Bon, je peux vous cibler quelques points particuliers. Par exemple, l'année 1911, on a complètement occulté de notre mémoire cette année 1911.
Et pourtant, c'était une canicule qui va avoir des conséquences énormes, puisque sur la France, il y a plus de 40 000 morts dus à cette canicule, dont 30 000 enfants en bas âge dus à des dysenteries en particulier. L'année 1921, où il y a pendant une quarantaine de jours, il n'y a absolument pas plu à Paris, puis au contraire, on voit des années froides. Bon, les plus connues, celles qui ont marqué les mémoires, c'est par exemple l'année 1954, qui a été l'année en France où on a appris à connaître le bon côté de l'abbé Pierre, hein, qui s'est occupé des sans-abri pendant cette année 1954, et puis surtout l'année 1956, où pendant tout le mois de février, il a gelé sur l'ensemble de la France. Il faisait -16 à Nantes, la Garonne était gelée à Toulouse, il y avait des chasse-neige dans les rues de Nice et de Saint-Tropez, donc c'est une année assez particulière. Et puis on voit que cette variation interannuelle, elle continue, mais à partir des années 80, eh bien, on voit bien que la tendance est nettement à l'augmentation moyenne donc de ces années. Sur la partie gauche, la petite figure en haut à gauche, donc là, ce sont uniquement les températures minimales. C'est-à-dire quand on prend des températures dans une station météo, on prend une température minimale généralement le matin et une température maximale à midi ou en début d'après-midi. Et on voit bien que dès le début, en fait, les températures minimales ont tendance à augmenter et à partir des années 80, cette augmentation est plus marquée. Donc, le changement climatique dans une ville comme Besançon, mais vous verrez ça dans d'autres villes, c'est évidemment il fait plus chaud, mais surtout il fait moins froid, c'est-à-dire il fait moins froid la nuit et les hivers sont moins longs et moins froids. Et vous voyez les chiffres qui sont là. De 1885 à 1914, la minimale moyenne était autour de 5,2 et de 95 à 2024, donc elle est passée à 7,15. Ça veut dire qu'on a gagné 2 degrés sur ces températures minimales. Alors, on peut voir aussi les précipitations. Là où vous verrez des différences entre les sites que vous allez consulter. À Besançon, la caractéristique du changement climatique, c'est qu'il pleut beaucoup plus. Il y a plus de quantité d'eau. Avant, très souvent, on descendait dans les années sèches en dessous de 900 mm d'eau par an. Et maintenant, c'est très, très rare. C'est arrivé qu'une fois depuis 1980. Et donc, à Besançon, en fait, le changement climatique, c'est qu'il pleut plus en quantité d'eau, pas en nombre de jours de pluie, mais quand il pleut beaucoup plus, et donc ça donne beaucoup plus d'eau au total. Et donc, une des explications, c'est que quand la température augmente de 1 degré, eh bien, on a une hausse de 7% de la teneur de l'atmosphère en vapeur d'eau. Et donc, cette vapeur d'eau, ben, il faut qu'à un moment, elle retombe. Elle va retomber pour nous, en particulier sur le versant ouest du massif jurassien. Si on avait la même figure, par exemple sur la ville de Neuchâtel, on ne voit pas cette augmentation des températures. Elle est beaucoup moins marquée puisque le Jura fait barrière. Ce serait le même exemple, par exemple, si je prenais le versant ouest ou le versant est des Vosges. Alors, autre caractéristique, surtout quand on habite une moyenne montagne comme le Jura, où on est habitué à avoir beaucoup de neige, et donc nous, le changement climatique, ça se marque aussi par de moins en moins de neige, de moins en moins d'années neigeuses. Dans la ville de Mout, qui est dans le Haut-Doubs, donc qui est connue pour ses extrêmes très froids en hiver, donc les Météo France a installé un capteur qui va mesurer toutes les fois qu'il y a 10 centimètres de neige au sol. Et vous voyez que dans les années 90, la moyenne, elle était de 75 jours de neige à Mout, et puis dans les années 2020, on était descendu à 54 jours, c'est-à-dire qu'en 30 ans, on a perdu 20 jours de neige donc sur ces montagnes du Haut-Doubs et du Haut-Jura. Et puis évidemment, ça a des conséquences directes sur ce qui fait l'attraction hivernale donc du Haut-Jura, c'est-à-dire les stations de ski. Là, je vous ai donné l'exemple de la station de Métabier, qui est entre Pontarlier et Valorbe.
Donc, tout ce qui est, donc c'est une modélisation qui a été faite pour la neige en 2040, et tout ce qui est en rouge sur cette figure qui montre les pistes de ski montre que en 2040, il y aura moins de 40 jours de neige sur ces pistes de ski. Ça veut dire que c'est pratiquement plus rentable, hein. À 40 jours de neige par an, les remontées mécaniques ne sont absolument plus rentables. Alors, une autre façon de suivre l'impact du réchauffement climatique sur le climat de notre région, c'est de comparer, par exemple, ce que montre cette diapositive, l'évolution des températures à Besançon, ici, et à Lyon, hein, c'est la courbe du haut. Comme vous le voyez, les deux courbes suivent à peu près la même trajectoire, hein, avec quelques degrés d'écart, puisque Lyon est plus au sud que Besançon. Donc, on a bien affaire au même réchauffement climatique à l'œuvre. Et ce que l'on peut regarder ici, c'est comment, au début des années 2000, vous voyez qu'il y a à Besançon désormais le même type de température que celle qui prévalait à Lyon 70 ans en arrière, hein, dans le début des années 1930, hein. On est ici 1930. Ici, à mesure que l'on va vers la droite, on se dirige vers l'actuel, 2020. Donc, vous voyez que en moins de 70 ans, les habitants de Besançon, les Bisontins, sont devenus des Lyonnais, hein, sans avoir à bouger. De façon très concrète, on voit comment le réchauffement climatique est à l'œuvre. Et d'une manière générale, c'est ce qui vous est indiqué ici en bas, on peut considérer, sans vraiment exagérer, hein, les valeurs qui sont indiquées ici sont vraiment très modérées, ne sont pas du tout excessives. Dans nos régions, quand on a 1 degré de réchauffement du climat, c'est comme si on se déplaçait de 100 kilomètres vers le sud et comme si l'on perdait 100 mètres en altitude. Donc, vous comprenez très bien comment les choses vont se passer pour la station de ski de Métabier, hein, dont parlait à l'instant Hervé. Euh, à l'horizon 2100, avec un réchauffement climatique de l'ordre de 3,5 degrés, 4 degrés. C'est comme si le bas des pistes de cette station, au lieu d'être à 1000 mètres d'altitude, se retrouvait à peu près à 600 mètres d'altitude. Et c'est comme si Besançon dérivait tout doucement vers la Provence et en 2100 se retrouvait à la latitude provençale, hein. Donc un changement climatique très, très net. Une autre façon qu'ont eu nos collègues suisses d'aborder ce réchauffement climatique et l'évolution des températures dans nos régions, c'est de rechercher les jumeaux climatiques. On va voir de quoi il s'agit. Euh, cette figure vous montre ce qu'il en est pour les deux grandes villes qui encadrent le plateau suisse, Genève au sud et Bâle au nord, hein, à proximité du Bodensee. On va prendre l'exemple de Bâle, hein, qui est tout à fait explicite. Vous voyez que en 2040, Bâle aura à ce moment-là les températures qui prévalent aujourd'hui à Lyon. En 2070, il aura les températures qui prévalent aujourd'hui à Carcassonne. Et à la fin du siècle, Bâle connaîtra les températures qui prévalent aujourd'hui à Barcelone, hein. Donc, vous voyez comment on change complètement d'ambiance, hein. On passe d'une région où on va consommer volontiers la choucroute, manger la fondue savoyarde, et on va se retrouver avec des températures qui sont caractéristiques d'une région où on mange les tapas et la paella, hein. Donc on peut sourire un peu en pensant à ces changements de gastronomie que l'on découvre, nous, quand on fait un peu de tourisme, mais penser à l'évolution que devront subir les écosystèmes. Les écosystèmes naturels, bien sûr, vont être impactés de plein fouet, hein, par ces changements de température qui vont survenir, hein, très rapidement, puisque tout ça se passe en moins d'un siècle. Alors là, on aborde la troisième et dernière partie, donc où
En fait, on a sélectionné quelques compartiments socio-économiques pour montrer comment ils vont être impactés donc par le changement climatique. On va commencer par l'agriculture, qui est très importante pour la production du fromage sur les montagnes du Jura. Et pour ça, on a d'abord un petit Je film. m'appelle David, je travaille sur une exploitation avec 2 autres associés et un salarié. On a 200 hectares de prairies, 90 vaches montbéliardes pour faire du lait à Comté et à Morbier. Le réchauffement climatique, ça fait un moment qu'on nous en parle, mais il est très concret déjà sur nos exploitations, avec surtout des années de plus en plus sèches. On voit vraiment un impact sur la production d'herbes. C'est vraiment le début, on est aux prémices de la chose. On ne peut même pas s'imaginer, je pense, ce qui va se passer, quoi. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à modifier les systèmes entiers pour préparer à vraiment un changement plus en profondeur. Pour gérer le pâturage, on essaie d'utiliser plus la diversité de nos prairies. Sur les périodes séchantes, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir du stock d'herbe sur pied et au moment où c'est le plus sec, d'aller pâturer presque jusque dans les zones humides. L'arbre peut être une solution à l'avenir qui peut apporter une façon d'enrichir le sol, de le protéger. Nous essayons d'étaler la fauche sur une longue période. Les premières fauches sont plutôt utilisées pour optimiser la repousse. Et les fauches plutôt tardives nous permettent de réensemencer nos sols. La fauche tardive est très intéressante pour la biodiversité. La prairie naturelle est l'expression de nos pratiques, donc plus on en prend soin, plus on aura une belle prairie. On vise l'autonomie fourragère, donc on préfère avoir un petit peu moins de jeunes bêtes et avoir une garantie sur le stock de fourrage. Sur l'exploitation, on travaille dans des groupements d'intérêt économiques et écologiques qui nous permettent de réfléchir sur ces systèmes, le lien entre le sol, la plante, l'animal. Le parc naturel régional du Haut-Jura nous permet entre autres d'avoir des moyens d'animation pour se former, pour échanger et pour essayer de s'adapter à ces nouveaux changements. C'est vrai que je suis très attaché au secteur, à la nature en général. Et je pense que plus on réagit vite, plus on aura de résultats. Voilà, donc ce film rentrait directement dans ce qui est le thème de cette figure, donc qui est en fait une figure qui a été faite par un agronome donc en 2008 qui s'appelait Moreau. Donc Moreau, il a essayé d'évaluer la production d'herbe sur les plateaux du Jura, donc des départements du Jura et du Doubs, mais aussi du versant suisse du Jura. Et donc sur une année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, bon ça vous connaissez bien, hein, à partir de mars-avril, l'herbe commence à pousser. Généralement, on va faire une première coupe début mai, et puis ensuite une seconde. Ensuite, on va alterner les prairies en mettant les vaches dans les prés, dans des prés différents. Puis à partir du mois d'octobre, eh bien, l'herbe va naturellement commencer à disparaître et on va être obligé de rentrer les bêtes. Donc ça, c'est une année normale de pousse actuellement. Et puis en rouge, donc, en fait, c'est une année modélisée où il a essayé de faire augmenter les températures, créer des canicules, par exemple ici au mois d'avril, et puis surtout des canicules d'été, donc où on va voir que dès le mois de juillet, août, septembre, ben, il y a pratiquement plus d'herbes qui est produite naturellement. Puis donc il a fait artificiellement repleuvoir sur l'automne, ce qui explique cette dernière bosse, cette dernière pousse. Donc c'est un modèle, c'est-à-dire c'est une modélisation à partir d'un ordinateur. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, cette courbe rouge, c'était exactement ce qui s'est passé pendant l'année 2022.
D'ailleurs, l'année de 2022, ça a été une année où il y a eu à peu près 3 canicules, une très tôt au printemps, une au mois de juin, puis une en été. Et donc, à partir de l'été, juillet, août, septembre, il y avait absolument plus d'herbe sur les montagnes du Jura. Et donc, ça a posé des difficultés pour nourrir les troupeaux. Et tout à l'heure, on parlait de paysage. Ces images montrent bien l'impact d'une canicule comme 2022. À gauche, vous avez la France, elle est un peu débordée sur la Grande-Bretagne et la Belgique et les Pays-Bas. Et donc, au mois d'août 2022, on voit que tout est pratiquement jaune, y compris des zones qui généralement sont gardées comme très vertes, comme les Vosges et le Jura, ou bien comme la Bretagne, et puis à l'inverse, donc une année plus humide comme l'année 2019, donc qui permet de comparer l'impact d'une année de canicule. Si on montre ça sur une courbe, on voit ici tous les petits points, c'est en fait les températures moyennes d'une année sur l'ensemble sur l'ensemble de l'Europe. Et donc on s'aperçoit que l'année 2022 est complètement atypique et qui montre donc que les augmentations de température pourraient déjà être un aperçu de ce qui risque de se passer en 2050, c'est-à-dire des températures qui seraient augmentées d'environ 3 degrés, 2,5 à 3 degrés. Un autre petit film pour la seconde partie. Je m'appelle Pierre, je travaille au Parc naturel régional du Haut-Jura, spécifiquement sur la préservation et la réhabilitation des tourbières. Les tourbières, c'est un milieu très spécifique qui se met en place dans un endroit qui est gorgé d'eau. La structure de la tourbe est très particulière. Elle est composée de fibres de végétaux qui sont accumulées au cours des millénaires et qui ne se sont pas dégradées. Les tourbières, en stockant les fibres de végétaux sur le très long terme, créent un immense stock de carbone qui est piégé dans le sol. À l'échelle de la planète, c'est à peine 3% de la surface, mais c'est plus de 30% du stock de carbone des sols. Le stock de carbone qui est piégé dans les tourbières ne peut être conservé que si l'eau y reste omniprésente. Si on abaisse le niveau de l'eau de la tourbière, soit par un drainage, soit parce que par le passé on les a exploités pour se chauffer, l'oxygène rentre dedans, les micro-organismes la dégradent et elle devient minéralisée. Le stock de carbone va repartir dans l'atmosphère sous forme de CO2, le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre. Les tourbières dégradées, à l'échelle européenne, c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'homme. Il faut ramener et maintenir de l'eau dans les tourbières. Plusieurs programmes ont été mis en place, des programmes LIFE européens, où plusieurs partenaires travaillent pour réhabiliter les tourbières. De 2014 à 2029, c'est 120 tourbières qui seront réhabilitées. Plusieurs tourbières ont été aménagées pour que les gens puissent venir les visiter et découvrir ces milieux particuliers. Agir pour réhabiliter les tourbières, c'est quelque chose d'important et de faisable pour enrayer le changement climatique. Alors, nous avons choisi ce deuxième film parce que les montagnes du Jura sont particulièrement riches en tourbières. Vous avez ici une carte hein, qui vous montre, c'est les points bleus que vous voyez, l'ensemble de ces tourbières sur tout le croissant de la montagne jurassienne. Et on vous l'a dit dans ce petit film, la préservation, le bon fonctionnement de ces tourbières est vraiment capital pour espérer enrayer le réchauffement du climat. C'est ce qui vous est indiqué ici. Les tourbières font partie des sols qui, avec les forêts et les océans, constituent des puits naturels pour absorber à peu près la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, si on renverse l'équation, vous voyez que
si on fait disparaître ces puits naturels qui absorbent une partie de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le réchauffement climatique qui s'emballe et qui va 2 fois plus vite, hein. Malheureusement, c'est ce qui vous est indiqué aussi à côté de cette carte. Vous voyez que depuis un siècle, la planète, hein, si on se met cette fois à l'échelle de la planète a perdu à peu près la moitié de ses zones humides naturelles. Et c'est un taux de disparition 3 fois plus rapide que celui des forêts. Alors on parle à bon droit de la déforestation, bien sûr, c'est un élément important dans la lutte contre le réchauffement du climat, mais il faut aussi naturellement veiller au bon fonctionnement et au maintien de ces milieux humides qui par ailleurs, hein, vont nous aider à stocker de l'eau et au moment des déficits hydriques, ce que l'on va voir bientôt pendant les étés du fait même du réchauffement climatique, eh bien, ces volumes d'eau stockés dans les tourbières vont nous permettre de limiter un peu la baisse des débits dans nos cours d'eau régionaux pendant les étés. Alors, vous le voyez, c'était d'ailleurs la première diapositive hein, qui illustrait le titre de notre intervention. Vous revoyez ici cette diapositive qui vous montre le lac de Chayexon complètement à sec en 2020. C'est quelque chose qui existait dans le siècle passé, qui était connu avec quelques photos anciennes, mais aujourd'hui, la fréquence de ces assèchements du lac de Chayexon, qui se trouve sur la partie amont de la rivière du Doubs, apparaît de plus en plus fréquente. Et elle n'est que l'illustration d'un phénomène qui est d'ordre planétaire, hein, ce que vous voyez indiqué ici, avec dès 2007, hein, dès le début du 21e siècle, vous voyez que à peu près un quart des fleuves de la planète se tarissaient, n'avaient plus d'eau avant de rejoindre les océans. Et donc, c'est un gros problème qui est posé au cours d'eau de notre région, le manque de débit, hein, l'assèchement, mais aussi l'élévation des températures dans ces cours d'eau. On a des collègues du laboratoire hein, ont pu mesurer que pendant les étés de canicule, eh bien, la température de rivières comme la Loue, qui sont pourtant réputées pour la pêche à la truite, eh bien, cette température excède le seuil critique que peuvent supporter les salmonidés, hein. Alors, à cette augmentation des températures, à cette baisse des débits, eh bien, il faut ajouter encore les pollutions, hein, qui sont associées en particulier aux activités agricoles, mais aussi aux activités industrielles, aux, euh, aux, au reflux domestique hein, dans ces cours d'eau. Et vous voyez que la pollution se développe et entraîne une eutrophisation, ce qu'on appelle l'eutrophisation des cours d'eau, avec une diminution du niveau d'oxygène dissous dans l'eau, ce qui naturellement va nuire à la biodiversité. Un autre collègue de notre laboratoire a également essayé de modéliser l'avenir des débits de ces cours d'eau en prenant, par exemple, le cas de la Loue, qui est une rivière emblématique des montagnes du Jura. Et vous voyez que simplement avec une augmentation de l'ordre de 2 degrés et demi de température, hein, c'est-à-dire bien avant ce qui est projeté pour la fin du 21e siècle, eh bien, on voit le débit de la Loue connaître des étiages très prononcés, hein, c'est-à-dire des baisses de débit très fortes dans le courant de l'été, avec une diminution de l'ordre de 67% par rapport au débit actuel. Et en image complètement inversée, vous voyez qu'en hiver, au contraire, vous avez une augmentation de ces débits de l'ordre d'un quart. Donc en fait, à quoi on assiste, hein? On assiste à une sorte de méditerranéisation de notre climat jurassien avec une opposition très contrastée entre des étés très secs, caniculaires, et puis des hivers doux mais très humides et qui vont éventuellement conduire à des inondations. Vous voyez qu'on a des conflits d'usage qui vont se développer pendant l'été, au moment où l'eau se fait rare, et au contraire des risques liés aux inondations qui vont se développer pendant la période hivernale.
Alors, autre secteur très impacté par le changement climatique, c'est évidemment les forêts. Vous avez tous vu donc ces images catastrophiques. Ici, c'est un exemple de la retombée des Vosges au nord de la Haute-Saône, mais on a les mêmes images sur le Jura et bien d'autres massifs, donc où les épicéas en fait sont morts et donc sont complètement séchés. Ils ont été attaqués par un insecte donc qui s'appelle le bostriche et donc, cet insecte qui profite de la faiblesse des épicéas qui, en fait, subissent de façon très forte les changements climatiques et en particulier les périodes de sécheresse et de canicule. Et donc, ils sont plus fragiles et donc plus facilement attaqués par ces insectes. Et en fait, nos collègues suisses ont montré que sur le Jura, le changement climatique, c'était aussi comme si on faisait varier les isothermes. Vous savez, les isothermes, c'est les lignes de moyenne température à un moment donné. Eh bien, le changement climatique montre que les isothermes, en fait, ont monté de 60 mètres par décennie entre 76 et 2006, ce qui, évidemment, la végétation n'arrive pas à suivre. Et donc, la végétation herbacée pendant le même temps a réussi à monter d'environ 30 mètres et les arbres seulement de 9 mètres. Et donc, on comprend comme ça que certains arbres qu'on avait forcés un petit peu pour des raisons économiques à être plantés sur des altitudes qui n'étaient pas les siennes et les leurs économiquement, écologiquement, eh bien, vont souffrir donc de ce changement climatique. Le problème, c'est que ça a un impact direct sur le rôle de la forêt comme puits de carbone, donc qui permet d'absorber le CO2 et de rejeter de l'oxygène. Donc, sur les forêts françaises, le stock de carbone continue à augmenter, mais la dynamique d'absorption du CO2 donc diminue et des chiffres en bas. Donc, entre 2005 et 2013, la forêt absorbait 63 millions de tonnes de CO2 par an, et de 2014 à 2022, elle en absorbe plus que 39 millions de tonnes. Et il y a même des forêts qui n'absorbent plus de CO2, comme dans les Hauts-de-France, le Grand Est ou en Corse. Dernier exemple, évidemment, qui est plus connu, qui est aussi l'impact du changement climatique et en particulier des fortes chaleurs dans les villes. Vous avez ici l'exemple de la ville de Besançon, donc où une image satellite a mesuré la température au mois de juin 2018. Plus on est dans le rouge, plus il fait chaud. Et évidemment, toutes les forêts qui sont autour vont être plutôt dans les couleurs bleues et vont être des îlots de fraîcheur contrairement aux îlots de chaleur qu'on trouve dans les centres-villes. Vous avez un exemple ici à Besançon, donc il y a un grand parc qui s'appelle le parc Mico, où en juin 2018, il faisait 23 degrés, on se déplaçait de 350 mètres, on allait au centre-ville et la température avait augmenté de 9 degrés. Donc c'est pour ça que de plus en plus de villes donc, ont tendance à éliminer ces îlots de chaleur en plantant des arbres sur des grandes places pour les transformer très progressivement en îlots de fraîcheur. Et donc, dernière chose, et on a terminé, on a tout ce que l'on vient de vous dire avec beaucoup plus de détails et puis beaucoup plus d'exemples. En fait, on a regroupé ça dans un ouvrage qu'on a co-dirigé, donc Michel et moi, donc Histoire du climat dans les montagnes du Jura. Et donc, cet ouvrage regroupe des articles d'une quarantaine de chercheurs, mais aussi de politiques. On va trouver même des articles d'un directeur de théâtre, comment il va injecter dans sa programmation le changement climatique, par exemple. De politique, une élue suisse écologique nous montre comment elle essaie de rentrer des lois donc, concernant le changement climatique, etc. Et donc, cet ouvrage, qui est toujours en librairie, donc, qui a été édité il y a environ un an et demi, eh bien, est à la fois français et suisse, hein, et transfrontalier, donc puisqu'il impacte aussi bien des environnements français que suisses et qu'il regroupe des chercheurs français et suisses. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour cette très intéressante intervention. Donc il est 13h06, on a encore une bonne vingtaine de minutes pour vos questions, pour les questions de notre auditoire.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou l'écrire dans le chat et je pourrai faire le relais. Euh, j'ai une petite question concernant les tourbières qui sont parfois exploitées au titre de comme énergie renouvelable, même si ça paraît un peu bizarre. Comment peut-on aider des régions à se reconvertir? Je pense à une région dans la Manche en particulier qui a une industrie traditionnelle d'utilisation des tourbières pour le chauffage. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Oui, disons que dans les montagnes du Jura, les tourbières ont été effectivement exploitées, mais jusqu'à des dates relativement récentes, hein, jusque dans les années 1970. J'en ai vu moi-même hein, qui étaient encore exploitées pour extraire des sortes de briques que l'on faisait sécher à l'air libre Ouais. pour rebondir, mais l'apport calorifique est vraiment très réduit. Hein. C'est pas un combustible très performant. Par contre, donc, ce qui se passe aujourd'hui dans le Jura, c'est plutôt une politique de remise en eau des tourbières qui avaient pu être asséchées ou qui avaient commencé d'être drainées. Donc, on s'arrange pour que ces drains ne fonctionnent plus, soient barrés, de façon à faire remonter la nappe phréatique dans les tourbières et que la tourbe qui se forme dans ces tourbières ne s'assèche pas en relarguant le carbone qu'elle pouvait contenir. Voilà. Donc, je crois que il me semble avoir entendu parler aussi d'exploitation de tourbières en Allemagne pour aider à la constitution de green hein, pour les terrains de golf. Et donc, c'est autant de choses naturellement qu'il faudrait arrêter de développer pour préserver justement le bon fonctionnement et le maintien de ces tourbières qui, encore une fois, constituent des puits naturels de gaz à effet de serre extrêmement précieux, quoi. Alors, on nous précise il n'y aurait plus d'extraction de tourbe dans la Manche pour se chauffer. D'accord. C'est Oui, une bonne oui. nouvelle. Hmm. Est-ce que vous avez l'impression que sur le versant suisse et le versant français, il y a une différence de vitesse dans la lutte contre le réchauffement? Est-ce que les pratiques sont très différentes d'un pays à l'autre? Non, pas, Non, disons, personnellement, je sais pas, Hervé, est-ce que... non, non, je crois pas. Non, non, il n'y a pas de différence vraiment sensible. On est vraiment dans des écosystèmes très voisins hein, qui se ressemblent énormément avec des pôles économiques. Hein. Je vais parler de la forêt, de la Agriculture. production de lait pour arriver à la production de fromage, par exemple, qui sont très semblables, hein, avec des fois même le même type de bêtes hein, qui sont exploitées, qui sont élevées. Il y a même intérêt pour le vignoble, même risque pour les activités viticoles aussi. Alors par contre, peut-être que la nuance ne vient pas du fait des pratiques agricoles, mais des expositions météorologiques, c'est-à-dire que le versant est du Jura est sous le vent, donc il apparaît peut-être un peu plus sec. Et par exemple, bon, Hervé vous a montré comment aujourd'hui à Besançon, donc au pied du versant ouest du Jura, les précipitations avaient plutôt tendance à augmenter, même si c'est pas énormément. Alors qu'à Neuchâtel, au pied du versant oriental du Jura, les précipitations ont plutôt l'air de rester à peu près identiques. Voilà. Et du coup, il y a une question dans le chat qui demande si toutes les régions de France évoluent dans les mêmes proportions. Oui, 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 à peu près dans les mêmes proportions. Évidemment, il y a peut-être dans les régions du sud une accélération des périodes de fortes températures en été, hein. On se rappelle de l'année 2023, par exemple, à Perpignan, où il est tombé 245 millimètres d'eau par an. 245 millimètres d'eau, on est à la limite
des climats semi-désertiques. Donc, effectivement, il y a une différence entre le nord et le sud. Et les différences, c'est ce qu'a montré Michel tout à l'heure, hein. On voit que les grosses précipitations de printemps et d'automne vont générer dans certaines parties de la France des inondations qu'on voyait encore avant, mais qui sont de plus en plus fréquentes, donc à notre échelle. Puis peut-être ajouter une note un peu particulière pour les zones de haute montagne, hein. C'est comme les zones arctiques, hein. Sont des zones qui apparaissent les plus exposées au réchauffement du climat. Et la transcription de cette exposition, de ce risque accru, c'est sans doute nous est donné sans doute par le recul actuel des glaciers, hein. C'est-à-dire qu'à l'échelle même de notre génération, on a vu, on voit très clairement les glaciers reculer. Moi, pour avoir parcouru, randonné dans les Alpes, par exemple, il y a plus de 50 ans, des zones qui étaient occupées à ce moment-là par les glaciers apparaissent aujourd'hui complètement désertées, asséchées. Les glaciers sont dans une phase de recul dramatique. Et à terme, hein, ce qui va se poser, c'est l'approvisionnement en eau des zones de bas pays, hein. Le problème se pose à l'échelle planétaire puisque c'est la même question qui est posée en particulier pour les pays himalayens. Tous ces châteaux d'eau qui reposent sur l'existence de glaciers vont être remis en cause peu à peu et même assez vite, hein, par le réchauffement climatique et le recul des glaciers. D'accord. Il y a une personne qui demande dans vos propos, les sols, forêts et océans captent la moitié des émissions des gaz à effet de serre. Cette captation est déjà déduite des calculs de hausse d'émissions ou pas? Attendez, reformuler, je ne comprends pas Oui. bien, hein. Alors, j'ai entendu dans vos propos que les sols, forêts et océans captent la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Cette captation est-elle déjà déduite des calculs des hausses d'émissions des gaz à effet de serre? Oui, oui, oui. Oui, Oui, d'accord. c'est-à-dire que, en fait, c'est en faisant le calcul des émissions produites par l'agriculture, l'industrie, en bref, les activités humaines, et en regardant, en mesurant l'augmentation, par exemple, du gaz carbonique dans l'atmosphère, on s'aperçoit qu'il y a un manque. C'est-à-dire qu'on produit plus, nos émissions sont plus fortes que ce que l'on retrouve effectivement dans l'atmosphère. C'est comme ça que on évalue le fonctionnement des puits naturels, hein, de carbone, par exemple, pour parler du gaz carbonique. Ouais. Alors, il y a Paul Roux qui nous demande, ne faudra-t-il pas prévoir des changements de filière de production dans l'agriculture pour les filières lait et viande? En effet, l'élevage bovin restera-t-il durable en cas de chute de production des fourrages en quantité et en qualité et de prairies permanentes moins prolifiques? Dans l'hypothèse d'un changement de filière de production caprin-ovin, quels impacts sur la biodiversité, les sols et les cycles biogéochimiques? Ah, une vaste question, mais Ouais. c'est la question dans une moyenne montagne, donc comme le Jura, où l'agriculture est effectivement tournée vers la production de lait, et évidemment de viande. Et on le voit dans le petit film, donc les agriculteurs depuis un moment s'interrogent donc à la durabilité de leurs pratiques. Et on voit l'agriculteur et on entend l'agriculteur qui nous dit qu'il a déjà limiter le nombre de bêtes, de jeunes bêtes. En fait, très très vite, on va être obligé de limiter le nombre de bêtes à l'hectare, mais ça va être la première mesure qui va être faite. Je sais que par exemple, pour la production de comté, ça a déjà été fait, mais peu à peu, évidemment, pour aller à l'extrême, comme c'est dit dans la question, est-ce qu'on va pas se poser la question de produire autre chose que du lait pour le fromage et en particulier d'avoir des vaches laitières sur et remplacer ça par des ovins ou des caprins. Mais ça, c'est difficile. Contrairement à ce qu'on pensait avant de travailler sur ce point-là, en fait, les agriculteurs comme les viticulteurs
se sont posés cette question-là depuis longtemps, c'est-à-dire très longtemps, depuis quelques dizaines d'années, ils ont vu arriver un changement et donc ils essaient d'adapter leur pratique. Mais c'est une pratique qui marche tellement bien. Vous savez, le comté, c'est probablement le fromage le plus vendu, je ne sais pas exactement, mais c'est un fromage extrêmement vendu en France et c'est difficile du jour au lendemain de faire changer ces pratiques, mais ça va changer, c'est obligé. Nous, on a parlé de la production d'herbes, mais des grosses bêtes comme ça boit aussi énormément d'eau. Et donc, et le changement climatique, c'est aussi une baisse des réserves d'eau et il va falloir réfléchir à tout ça globalement. Ouais, ouais, ouais. Il y a de grandes transformations et donc développer nos imaginaires pour nous aider à l'affronter sera vraiment important. Et c'est bien dans cette optique-là qu'on a conçu ce cycle de webinaires sur 1 an et demi. Est-ce que il y a encore quelques questions parmi notre auditoire? On a une question un petit peu plus pratique qui est est-ce qu'il sera possible de disposer de la présentation du support de présentation que vous avez utilisé aujourd'hui? Mais je sais pas, je croyais que Oui, vous c'est aviez enregistré. enregistré, ouais. Donc, c'est bon? Je pense que la personne parlait du support de présentation en format PDF, Oui. mais Ah, ben, pourquoi pas, oui, sauf qu'en PDF, elle va perdre le petit film, quoi, les petits films. très Je sais bien. pas, Bon, pourquoi pas, on verra ça ensemble, si vous voulez, comment Oui, faire revenez vers nous. oui. techniquement, quoi. Et sinon, on Très a bien. beaucoup de messages de remerciements pour cette présentation très intéressante, passionnante. Merci, Voilà. Merci merci beaucoup. beaucoup. Eh bien, bonne journée à tous et on se retrouve dans quelques semaines avec Roberta Pistoni pour passer du temps long au temps court et au paysage.